j'ai choisi de faire un peu moins de pays, mais d'en parler plus en profondeur. Alors, c'est parti. Commençons par celui de la vignette de la semaine dernière, que je n'ai pas pu faire, Ingria. La raison pour laquelle je n'ai pas inclus celui-ci, est que je n'ai pas pu trouver de preuves substantielles de mouvement d'indépendance dans la région, mais apparemment, quelques sites le mentionnent comme une possibilité, même si elle est très lointaine et improbable. Situé dans le nord-ouest de la Russie, cet État indépendant idéalisé se séparerait de la Russie, mais s'étendrait finalement un peu en Finlande au nord et en Estonie à l'ouest. Sa capitale serait la plus grande ville de la région, Saint-Pétersbourg, ce qui priverait la Russie de l'une de ses capitales historiques et de ses plus grandes villes. Apparemment, l'idée d'une possible indépendance est enracinée dans une séparation historique du territoire de la Russie à un certain moment. Il semble que, durant l'époque de la République de Novgorod, un État russe médiéval qui a existé du XIIe au XVe siècle, les dirigeants de Novgorod aient établi une alliance avec les Suédois. Cette alliance a été réalisée par un mariage avec une princesse suédoise. En conséquence, la région d'Ingrie a été accordée à la princesse et gouvernée par des jarls suédois, avec une certaine autonomie par rapport à la République de Novgorod. De plus, dans la partie finlandaise, il y avait un État indépendant de courte durée, appelé la République du Nord Ingrie, de 1919 à 1920, qui à l'époque s'est séparé de la Russie bolchevique, après la Révolution d'Octobre. De plus, les Ingriens ont été reconnus par l'Union soviétique comme une nationalité unique. Ce serait cool de voir un nouvel État émerger dans cette région, mais je ne pense pas que les Russes seraient intéressés à perdre Saint-Pétersbourg. En passant à l'Amérique, le Québec fait face à un mouvement indépendantiste depuis longtemps. Certains soutiennent que le premier événement a été les rébellions du Bas-Canada en 1837, où les Québécois se sont révoltés contre les dirigeants coloniaux britanniques. Je suppose que les racines sont effectivement dans les différences culturelles entre lui et le reste du Canada, puisqu'il a été colonisé par les Français, contrairement à la majeure partie du reste du pays, qui a été colonisé par les Britanniques. En fait, leurs revendications pour l'indépendance ressemblent un peu à cela. Une culture unique, une majorité francophone de 78% et un grand pourcentage de population catholique romaine, contrairement à la majorité protestante nationale. Les mouvements indépendantistes soutiennent que la meilleure façon de préserver leur identité est à travers l'indépendance. Il y a aussi une justification historique, selon laquelle le Québec devrait être indépendant, parce que la Nouvelle-France a été conquise par les Britanniques en 1763. Il soutient que les habitants du Québec sont les descendants d'un peuple conquis qui ont droit à leur souveraineté nationale. Il y avait même des rumeurs qui disaient qu'ils demanderaient à devenir un État américain s'ils obtenaient l'indépendance, ce qui n'aurait pas de sens puisque leurs arguments pour l'indépendance vont à l'encontre de cette idée. Cela n'est probablement pas vrai. Retour en Bretagne, Europe. Dans le nord-ouest de la France, il y a une péninsule où certains de ses habitants veulent également l'indépendance. La Bretagne est considérée comme l'une des 6 nations celtiques, avec la Cornouaille, l'Irlande, l'île de Man, l'Écosse et le pays de Galles. Le mouvement indépendantiste est apparu dans les années 1920, lorsqu'un groupe d'étudiants a fondé le Parti nationaliste breton, et ils se battent pour obtenir le droit à l'autonomie, soit en tant que partie de la France, soit en dehors de celle-ci. Leur langue est différente, tout en parlant également français. Les locaux parlent breton et gallo, et ils se battent pour l'égalité de ces deux avec le français. Mais selon un sondage, en 2013, seulement 18% de la population locale soutiennent l'indépendance. Cependant, 37% se décriraient d'abord comme bretons, et ensuite comme français. Les positions du gouvernement français à ce sujet ont varié, allant de l'autorisation d'un gouvernement local pour la Bretagne au refus total des mouvements indépendantistes. Personnellement, je pense que la France est un état-nation assez bien consolidé, donc je ne vois pas de rupture prochaine. Mais qui sait? De retour en Californie, sur la côte ouest des États-Unis. La Californie est souvent présente dans ce genre de vidéos. C'était, pendant une très brève période en 1846, une république indépendante. En fait, le nom République de Californie est toujours sur leur drapeau. En juin de 1846,
33 immigrants américains en Alta Californie, qui étaient entrés sans autorisation officielle, se sont rebellés contre le gouvernement mexicain. À l'époque, le Mexique contrôlait la région, et il semblerait que les États-Unis aient secrètement encouragé la rébellion, armée en raison de la guerre mexicano-américaine de l'époque. 3 semaines plus tard, l'armée de la Nouvelle République, d'environ 200 hommes, a été incorporée dans le bataillon de Californie des États-Unis, rejoignant l'Union de manière non officielle et devenant un État membre à part entière en 1850. Cependant, malgré une durée de seulement environ 3 semaines, la graine de l'indépendance a été plantée en Californie. Récemment, il y a eu un certain intérêt pour les mouvements qui défendent l'idée du Calexit, la séparation de la Californie des États-Unis et son établissement en tant qu'État indépendant. La Californie est l'État le plus riche des États-Unis. Mais je soutiens qu'une grande partie de cette richesse dépend de son appartenance à l'Union. Mais qui sait, peut-être qu'ils finiront par être indépendants. Le vénétisme est connu comme le concept de promouvoir la redécouverte de la République de Venise. Et il y a des traditions, une culture, une langue et une demande de plus d'autonomie ou même d'indépendance de l'Italie. En 1886, le royaume de Lombardie-Vénétie a voté dans un référendum pour rejoindre l'Italie, mais beaucoup de partisans de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, refusent la validité du référendum et exigent qu'un nouveau soit pris. En 2014, le gouvernement local a poussé pour un nouveau, mais la Cour constitutionnelle italienne l'a jugé illégal. Ils ont plutôt voté pour l'autonomie. Avec 57% de la population votante, 98% ont voté oui, et le gouvernement central a commencé des négociations avec Venise pour lui accorder plus d'autonomie. Ce nouveau pays comprendrait tous les territoires de l'ancienne République vénitienne plus quelques autres environnants, qui n'ont jamais vraiment fait partie de la République, mais qui sont de culture vénitienne à ce stade. Il est intéressant de noter que le vénétisme est également considéré comme l'opposition locale à l'idée d'un autre mouvement d'indépendance, la Padanie, un État indépendant idéalisé dans le nord de l'Italie. Les racines du mouvement d'indépendance résidant certainement dans le fait qu'ils étaient autrefois indépendants, en particulier en tant que République de Venise, la Serenissima. La République de Venise était une cité-État, une république maritime et une puissance commerciale européenne de premier plan pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. Alors, qui sait, peut-être verrons-nous bientôt une renaissance de la République. Ensuite, la Thrace orientale. Celui-ci ressemble un peu au premier, bien que je pense qu'il est encore moins probable en termes de probabilité et moins présent en termes de mouvement d'indépendance. Apparemment, il y a un certain type de mouvement qui plaide pour l'indépendance de cette région et sa séparation de la Turquie. La Turquie est un cas étrange de pays se trouvant sur 2 continents. La majeure partie se trouve en Asie et une petite partie en Europe. La Thrace orientale était la région européenne de la Turquie. Certains vont même plus loin et appellent à une restauration complète de la région de Thrace, en la prenant à la Turquie, et ensuite une grande partie de la Bulgarie plus une partie de la Grèce. Cette région est l'une des plus riches, sinon la plus riche de Turquie. Elle pourrait probablement se soutenir seule, surtout si elle obtenait une partie de la Bulgarie et de la Grèce également, mais je ne vois honnêtement jamais cela comme possible. Il n'y a aucun moyen que la Turquie renonce à sa capitale économique et à son contrôle sur le détroit. De plus, il ne semble même pas y avoir de réelles grandes différences culturelles ou un sentiment de séparation nationale. Entre les locaux et les Turcs, donc à mon avis, c'est le moins susceptible de se produire. Sur cette liste, et enfin 2 pays, la Flandre et la Wallonie, qui pourraient exister si la Belgique se sépare. La partition de la Belgique est une situation hypothétique qui a été discutée et qui impliquerait une division du pays selon des divisions linguistiques. Entre la Flandre au nord, qui parle le flamand, qui est assez proche du néerlandais, et la Wallonie au sud, qui parle principalement le français. Ils pourraient soit devenir des États indépendants, soit rejoindre respectivement les Pays-Bas et la France. En fait, il existe un plan datant de 1830 qui prévoyait déjà cette division. Il y a aussi une minorité germanophone dans le sud, juste à la frontière allemande, mais je suppose pas assez grande pour revendiquer son propre nouveau pays. Les 2 communautés ont déjà un haut degré d'autonomie au sein de la fédération belge, donc l'indépendance et la partition pourraient vraiment être la prochaine étape.
Cela créerait un problème avec Bruxelles, qui est déjà une région autonome en tant que capitale de l'UE, ce qui fait que certains soutiennent que la ville deviendrait une cité-État indépendante en tant que troisième nation belge. Je dirais honnêtement que sur cette liste, celle-ci semble la plus susceptible de se produire dans un avenir proche. Voici donc quelques autres pays qui pourraient bientôt exister.